Alors, comme je le disais dans une précédente vidéo, parmi les applications de la réduction, il y a la résolution d'équations matricielles. On va résoudre des équations matricielles là maintenant. Donc, pourquoi c'est une application de la réduction? Parce que des équations matricielles, on a envie de dire que si on sait diagonaliser, alors on peut se ramener à la dimension 1. Ce qui ne veut pas dire qu'on sait tout résoudre en dimension 1. Il y a des tas de polynômes qu'on ne sait pas résoudre, et même théoriquement, par radicaux, on ne sait pas les résoudre. Mais si on sait le faire en dimension 1, on a envie de dire qu'il y a des chances de savoir le faire en dimension quelconque quand on a le côté diagonalisable. Mais quand ce n'est pas diagonalisable, c'est plus cher. Faut payer un peu plus avec des théorèmes style Jordan, etc., des invariants totaux. Alors, là maintenant, on attaque directement. On est sur un corps dont on ne connaît pas la nature. À la limite, si vous voulez, vous le faites d'abord sur C. Mais on est sur un corps dont on ne connaît pas la nature. Il faut résoudre, dans mn de cas, l'équation x3, x cube, donc moins x égale 0. Voilà. Donc, on va dire essayer. Voilà, on va résoudre donc x3 moins x égale 0, où x est une inconnue qui est une matrice nn à coefficient dans un corps K dont on ne sait rien a priori à part que c'est un corps. Vous allez me dire quel est le lien entre ceci et la réduction. Le lien il est simple, c'est que si x est solution, d'accord, alors px, p-1 est solution, et réciproquement, évidemment. D'accord. Donc, vous avez, quand vous remplacez x par px, p-1, ici, au cube, ici, vous remplacez x par px, p-1, vous factorisez par p à gauche, par p-1 à droite, et là, vous obtenez 0, et donc ça fait P0, P-1, ça fait bien 0. Et inversement, parce que cela, il joue des rôles symétriques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions, l'ensemble des solutions est stable par conjugaison. Donc, c'est une réunion, l'ensemble des solutions est une réunion de classes de similitude. Et la réduction, c'est l'étude des classes de similitude. Donc voilà, voilà le lien. Et donc, ça veut dire quoi dans notre stratégie de preuve? C'est de chercher des formes normales. C'est-à-dire, une fois que vous avez une forme normale, vous saturez la classe de similitude de cette forme normale et vous obtenez toute une classe de similitude. Et après, vous cherchez toutes les formes normales, solutions, et ça va vous donner toutes les classes de similitude solutions, donc toutes les solutions, puisque c'est réunion de classes de similitude. Voilà la stratégie. Alors, stratégie très générale, là, regardez bien, vous dites que x, alors, x traditionnellement c'est l'inconnu, mais x traditionnellement c'est aussi l'indéterminé dans les polynômes. Donc là maintenant, l'indéterminé je l'appelle y. Je suis en train de regarder y cube moins y dans l'algèbre des polynômes k de y. Donc maintenant, ce polynôme-là annule la matrice x. D'accord? C'est ça mon équation. Donc ici, je n'ai qu'à regarder s'il est scindé simple ou pas. Alors, y cube moins y, c'est y facteur de y moins 1, facteur de y plus 1. On a trois éléments qui semblent différents. Oui, attention, ils sont différents, caractéristiques différentes de 2, parce qu'en caractéristique 2, 1 est égal à moins 1. Donc je vais faire deux cas, la caractéristique différente de 2 et la caractéristique égale 2, que vous pouvez regarder dans une deuxième lecture, c'est un petit peu plus impliqué. Et borderline. Over the line! Huh? Donc maintenant, on est en caractéristique différente de 2, x est donc annulé par ce polynôme, qui est scindé simple, puisqu'on a une caractéristique différente de 2, on a 3 racines de z2 distinctes, et ici, x est donc diagonalisable. S'il est diagonalisable, c'est donc que S, dont on savait que c'était une réunion de classes de similitude, là je mets comme ça réunion disjointe de classes de similitude, eh bien j'ai qu'à chercher dans chaque classe de similitude un élément de forme normale. Mais comme c'est diagonalisable, c'est des classes de similitude diagonalisables, j'ai ma forme normale, c'est la diagonale des valeurs propres, et elle est unique à permutation près. Mais
ces valeurs propres, ça veut dire que x est forcément et réciproquement de la forme P diag de lambda 1 jusqu'à lambda n fois P moins 1, c'est ça la diagonalisabilité, où P parcourt GLN de K, c'est ça les classes de similitude, et les lambda I, forcément, étant donné que c'est les valeurs propres de x, elles sont annulées par le polynôme. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. On sait que les valeurs propres d'une matrice sont toujours annulées, sont racines de tout polynôme annulateur. Maintenant, la réciproque est fausse, d'accord, parce qu'on n'a pas pris le polynôme caractéristique ou le polynôme minimal, on a pris juste un polynôme annulateur. Alors, je vais donner un exemple. Donc, ici, on va prendre n égale 2, donc on est en dimension 2, on a des matrices de 2. Ben, les diagonales, donc je m'intéresse juste aux formes normales, ça va être 0, 0, oui, ça, on va avoir la matrice nulle ici, là la matrice identité, là la matrice moins identité. Bon, elles sont bien solutions de l'équation, vous pouvez vérifier. Et puis, la matrice diagonale 0, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, et voilà, c'est tout. Donc on a 6 classes de similitudes, puisque on peut avoir les formes normales. 6, pourquoi 6? Eh bien, on a un cas général, combinatoire, d'accord? On regarde le nombre, donc ici K1, ça va représenter le nombre de 0 que je vais mettre, K2 le nombre de 1 et K3 le nombre de moins 1. Les KI sont positifs ou nuls, d'accord? Là par exemple, K2 et K3 sont nuls. Et il faut que la somme K1 plus K2 plus K3 soit égale à n, d'accord? Donc ici par exemple, K1 est égal à 2, et puis les deux autres sont nuls. Là, ici, K1 est égal à 1, K2 est égal à 1, donc la somme, ça fait bien 2. Bon, alors, il faut connaître le cardinal. Si on veut connaître le nombre de classes de conjugaison, il faut connaître le cardinal de l'ensemble des triplés d'éléments positifs, tels que la somme fait n. Et ça, ça se fait facilement, c'est n plus 2, facteur de n plus 1 jusqu'à 3, et on divise par factoriel n. Alors, bon, je vais le faire après en appendice, parce que c'est toujours instructif de voir comment on fait ce genre de choses. La caractéristique, maintenant, 2. D'accord? Si on est en caractéristique 2, on a toujours le polynôme, ce polynôme-là qui annule x, mais cette fois-ci, ce polynôme 1 est égal à moins 1, donc je remplace 1 par moins 1 ici, et ça fait y, facteur de y moins 1 au carré. Ce qui nous fait que x est annulé par un polynôme scindé, mais on ne peut pas dire simple. Donc là, borderline, on pense à la forme normale qui va être sous forme de réduite de Jordan, c'est-à-dire que x est égal à p diag de forme de Jordan p-1, où p parcourt GLN de K. Mais attention, pour les formes de Jordan, pour 0, ici, ça va être comme si on était en diagonalisable, c'est-à-dire que notre seule forme de Jordan, ça va être 0, et c'est une forme de Jordan qui doit être annulée par le polynôme y. Et là, il faut une forme de Jordan qui est annulée par le polynôme y-1 carré. Donc, alors, vous avez cette forme de Jordan-là, qui est annulée par y-1, donc annulée par y-1 carré, et sinon, la forme de Jordan, le bloc de Jordan, comme ceci, qui est annulé par y-1 carré. D'accord? Et après, les autres blocs de Jordan, par exemple ceci, d'accord? Et eux, ils ne sont pas annulés par y-1 carré, ils sont annulés par y-1 cube. Donc ceux-là, on les vire. Donc ça veut dire que la diagonale, maintenant c'est une diagonale par bloc, si elle est de la forme JNI de lambda I, d'accord? Donc ce que j'appelle JNI de lambda I, ça va être ici lambda I avec des 0 et des 1, et la taille c'est NI, d'accord? Ça va être ça, JNI de lambda I, ok? Et si lambda I égale 0, forcément NI égale 1, d'accord? Donc ça va être le bloc, juste le bloc nul. Si lambda I égale 1, maintenant,
eh ben ni est égal à 1, donc c'est ça, ce bloc-là, ou 2, ça va être ce bloc-là. Voilà. Voilà, puis maintenant, à permutation près, bien sûr, donc je peux commencer par les blocs 0, les blocs 1, et après, les blocs doubles. Ça veut dire qu'au niveau combinatoire, si on veut compter le nombre de classes de conjugaison, donc ça va être encore une fois l'ensemble des solutions de cette équation, c'est une réunion de classes de conjugaison. Maintenant, on connaît les formes normales. À partir du moment où vous connaissez les formes normales, vous saturez votre classe de conjugaison en passant par la conjugaison par P, et vous avez toutes les solutions. Et combien il y a de formes normales, donc combien il y a de classes de conjugaison, ça va être l'ensemble des triplés K1, K2, K3, tel que K1 plus K2 plus 2 K3, cette fois-ci, puisque là, on a un truc qui compte double, hein, d'accord. Ici, la somme doit être égale à n, puisque toutes ces matrices par bloc, donc K1, ça va être le nombre de 0, K2, ça va être le nombre de blocs 1, et K3, c'est le nombre de blocs comme ceci, 1, 0, 1, 1. Et bien sûr, la somme doit faire n. Voilà. Donc ça, je le calcule en appendice, et puis je vous laisserai après calculer ça comme exercice. Par charité, là, je vous donne quand même la réponse, puis après vous trouvez. Il faut calculer le terme en Tn dans le développement de Taylor de 1 sur 1 moins t carré, 1 moins t2. Voilà. Il faut chercher le terme en Tn de ça en faisant des dérivés. Voilà. Alors, juste un petit calcul de combinatoire sur le nombre de classes de conjugaison. On avait trouvé donc que x cube moins x en caractéristique différente de 2 égale 0 possède combien de classes de conjugaison? Autant de fois qu'on peut mettre dans un n-uplet, d'accord, des 0, des 1 et des moins 1. Voilà. Et on va fixer cet ordre. On commence par les 0, ensuite les 1 et les moins 1. Comme ça, comme c'est à permutation près, le fait de mettre les 0 d'abord, les 1 ensuite et les moins 1 après, ça va nous permettre d'avoir une forme normale pour l'ordre. Alors, donc, je vais appeler... Je veux savoir combien j'ai de classes de conjugaison, donc combien j'ai de façons de trouver K1, 0, K2, 1, K3, moins 1, avec les KI, bien sûr, positifs ou nuls, hein, on peut ne rien mettre du tout, et surtout que K1 plus K2 plus K3 est égal à n. Donc le nombre de triplés possibles comme ça, je l'appelle AN, et je veux calculer A indice n. Alors ce que je dis, c'est que je regarde cette série géométrique avec les K1, la même, en fait c'est exactement la même série géométrique, mais je l'indexe par K2 et ici par K3. Donc c'est une série infinie, attention. Hein. Donc quand je développe tout ça, je sais que j'ai une somme ici qui va me permettre de dire que la série, le produit des séries est égal à la série produit. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui vient de la convergence normale, par exemple, hein, des séries sur leur rayon de convergence. Et ici, je vais avoir somme de n positif. Quel est le terme en Tn de ceci? Eh bien, c'est simplement, à chaque fois qu'on aura multiplié ça, par ça, et que K1 plus K2 plus K3 fera n. Et le coefficient qui va, c'est 1 fois 1 fois 1. Donc c'est le somme de 1, ici, avec K1 plus K2 plus K3 égale n. Mais ça, c'est bien le cardinal de ceci, puisqu'on met un 1 à chaque fois qu'on a une solution à ça, avec les KI positifs, bien sûr. Donc c'est exactement le AN que l'on cherche. Donc ça veut dire que le AN, c'est le terme en Tn de ce produit-là. Mais on sait que cette série,
c'est 1 moins 1 sur 1 moins t, là c'est 1 sur 1 moins t, 1 sur 1 moins t, donc ça fait 1 sur 1 moins t cube, j'appelle ça f de t, et je cherche le terme en t puissance n dans 1 sur 1 moins t cube. D'accord? Eh bien, je le connais, d'après Taylor, d'après la formule de Taylor, ce terme-là, on a unicité de la décomposition de Taylor, et donc ce terme-là, AN, c'est Fn de 0 sur factoriel n. Voilà, ça, c'est ma formule de Taylor pour f. Eh bien, Fn de t, je dérive, je sais dériver un truc comme ça. Il y a un moins qui vient du fait qu'on a un exposant négatif et un moins qui vient de ça, qui se compense. Et donc, ça va faire, quand je vais dériver, une première fois, ça va faire 3 sur 1 moins t puissance 4. D'accord? Et en général, je dérive n fois, ça fait 3 fois 4 fois jusqu'à n plus 2. Comme ça, j'ai bien n facteurs sur 1 moins t facteur de n plus 3. Donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer AN. Alors, AN, ça fait Fn de 0 sur factoriel n. Et donc, quand je vais poser t égale 0 ici, j'ai 3 fois, etc. J'ai le produit de 3 jusqu'à n plus 2, et il faut diviser par factoriel n. Donc, voici le résultat général, c'est-à-dire le nombre de classes de conjugaison. Par exemple, si on a n égale 2, donc on a 0, 0, c'est la diagonale de 0, 0, on regarde juste les formes normales, 2, 1, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 2, pardon, 0, moins 1, et 1, moins 1, voilà. Et donc on en a, donc il faut que je rajoute des diags ici, et donc c'est exactement, on en a 6 exactement, et effectivement pour n égale 2, on regarde cette formule, ça fait 3 fois 4 sur factoriel 2, et ça fait 6. On avait un polynôme qui était scindé simple, après un polynôme scindé pas simple. Bon, faut quand même qu'on regarde un petit peu ce qui se passe s'il n'est pas scindé, mais quand même simple. Bon. Bon, après ça deviendra un petit peu compliqué. Quand je dis pas scindé mais quand même simple, ça veut dire pas scindé sur un corps et puis simple quand on passe à la clôture algébrique. C'est-à-dire là on va être sur R et C. Donc on va résoudre x3 plus x égale 0 quand x appartient à Mn de R. Donc si vous voulez le faire, vous ne regardez pas. Je vais déjà lancer une stratégie. On a toujours le fait que l'ensemble des solutions est une réunion de classes de conjugaison. Ça reste vrai, ça ne change pas. Mais de classes de conjugaison de Mn de R. D'accord? On travaille sur R, on veut des solutions sur R. Et la stratégie, c'est la suivante. On monte, c'est-à-dire on travaille sur C, et ensuite on descend, c'est-à-dire que les solutions qu'on a cherchées sur C, on regarde lesquelles sont réelles et on fait du tri. D'accord? Et vous voyez bien que, je ne sais pas si vous préférez monter ou descendre, mais en tout cas, monter, c'est facile, parce que aller travailler sur C, c'est le paradis. Mais redescendre sur R, ça, c'est difficile. Ça, la descente, elle est vertigineuse. Donc, allons-y. On va faire d'abord monter la partie facile, c'est-à-dire y3 plus y. On le regarde dans C de y et on le factorise. Ça fait y facteur de y moins i facteur de y plus i. Bon, là, c'est scindé simple sur C. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. L'ensemble des solutions de cette équation, mais cette fois-ci sur C, donc je mets indice C, c'est l'ensemble des P diag de lambda I P-1 quand P parcourt GLN de C, et lambda I, bon, lambda I c'est mal choisi quand même, lambda K égale 0, I ou moins I. D'accord? Voilà, exactement comme tout à l'heure, où on avait 0, 1 et moins 1. Donc ça c'est exactement comme tout à l'heure.
Bon, donc ça y est, ça c'est fait. Et maintenant, il faut chercher les solutions réelles. C'est-à-dire qu'il faut chercher SC inter Mn de R. D'accord? Voilà. Alors, on va dégainer un théorème que je prouverai en appendice par la suite. Si A et B sont dans Mn de R, alors, et que B est C semblable à A, d'accord? C'est-à-dire il existe P dans GLN de C tel que B égale P A P-1, alors il existe P0 dans GLN de R tel que B égale P0 A P0-1. Ça veut dire que autant il est évident que si A et B sont R semblables, alors elles sont C semblables, autant il n'est pas évident, mais vrai, que si A et B, mais attention, A et B réelles sont C semblables, alors elles sont R semblables. Voilà. Donc ça c'est un joli théorème qui rentre dans les théorèmes de descente. Et très généralement, dans la réduction, la descente n'est pas si pire. C'est-à-dire grâce à ce théorème. Pareil, on aurait la même chose si on remplace semblable par équivalente. Donc deux matrices réelles, si elles sont équivalentes sur C, elles sont équivalentes sur R. Bah oui, puisqu'elles ont même rang et que le rang est indépendant du corps de base. En revanche, la descente est vertigineuse dans le cadre de la congruence. La congruence, c'est affreux. Si A et B, par exemple, si on regarde C et R, juste le cas de C et R, si A et B sont réelles, symétriques réelles par exemple, hein, et qu'elles sont congruentes sur C, et bien là, elles ne seront pas forcément congruentes sur R, et c'est là qu'apparaît la signature. Sur C, c'est le rang qui va être l'invariant total, et sur R, ça va exploser avec toutes les signatures possibles à rang donné. Bon, ça, je le dis, et puis voilà. Donc, on va le démontrer, mais pour l'instant, bon, on est dans la logique de la résolution de l'équation. Je vais juste le dire autrement. On va dire c'est une autre formule, c'est un corollaire si vous voulez, mais en fait c'est même pas un corollaire, c'est une autre formulation de ce théorème. Si on regarde la classe de conjugaison d'une matrice réelle, A c'est une matrice réelle, hein, on regarde sa classe de similitude sur C. Et donc ça c'est dans Mn de C, et on prend l'intersection avec Mn de R. Et bien c'est une seule classe de conjugaison. En effet, si B est réelle et qu'elle est conjuguée à A, alors elle est réellement conjuguée à A. Et bon, l'inverse, évidemment, que si B est réellement conjuguée à A qui est réelle, ben elle est forcément réelle puisqu'elle est réellement conjuguée à A, et elle est dans la classe de conjugaison, dans la C-classe de conjugaison. Donc là, c'est... Donc, si vous voulez, c'est ça qu'on va faire à notre ensemble solution. Vous voyez, notre ensemble solution, il est sur C. C'est des classes de conjugaison, c'est une réunion de classes de conjugaison sur C, mais on cherche des solutions sur R. Donc, on va prendre l'intersection avec Mn de R. Et ça, c'est complètement décrit par ce théorème, c'est-à-dire ça va être les PA P-1 quand P parcourt GLN de R. Donc j'ai mis P0 là. Voilà. Donc voilà, et je dis que c'est pratiquement terminé à partir du moment où on a SC. J'affirme que l'ensemble des solutions cherchées, c'est-à-dire SR, c'est l'ensemble des P0 diag de blocs que je vais appeler RK, P0-1, quand P0 parcourt GLN de R, et les blocs, ils sont de la forme R0, d'accord? Alors bien sûr, hein, on peut mettre plusieurs blocs de cette forme-là, R0, et R1. Alors R0, c'est juste 0, donc vous allez avoir une diagonale de 0, et R1, c'est-à-dire le bloc que vous connaissez bien, c'est la représentation matricielle de I, du nombre complexe I, racine de moins 1. Donc ici, c'est 0, 1, moins 1, 0.
D'accord? Donc ça veut dire que vous aurez des choses comme ceci, et vous pouvez compter les classes de conjugaison comme on a compté tout à l'heure. Alors ici, vous mettez des zéros, ici vous mettez des blocs, autant que vous voulez, et vous remplissez, et vous avez votre forme normale. D'accord? Alors, comment on va montrer ça? Eh bien, je dis que l'inclusion inverse, elle est claire, parce que 0, ça vérifie ça, ça vérifie que quand on met au carré, ça fait moins 1, moins identité, donc ça fait x2 plus id égale 0, donc ça va vérifier ça. Donc comme tous les blocs vérifient ça, ça va vérifier cette équation. Et maintenant, comme c'est stable par l'ensemble des solutions est stable par conjugaison réelle, et bien évidemment, ça vérifiera cette équation aussi. Donc ça, je dis que c'est assez clair. Maintenant, dans l'autre sens, c'est la partie moins claire qui va utiliser le théorème. On prend x dans SR, donc x est dans SC, d'accord, forcément. Mais comme x est dans SC, x se diagonalise, d'accord, comme ceci. D'accord, donc je dis que c'est C semblable, d'accord, à cette matrice diagonale avec des zéros, des i et des moins i. Maintenant, je rappelle que x étant dans Mn de R, le polynôme caractéristique de x est réel. Donc, i et moins i sont racines du polynôme caractéristique avec la même multiplicité. Donc, ici, il y a autant de i qu'il y a de moins i dans cette diagonale. Donc, on va pouvoir les regrouper. Donc, ça, c'est juste une permutation. Donc, x est C semblable à ça. Et puis, on regroupe, puisqu'il y a la même multiplicité, en matrice comme ceci. Mais, regardez cette matrice-là. C'est une matrice de 2. Et ses valeurs propres dans C, son polynôme caractéristique, c'est x2 plus 1. Donc, ses valeurs propres, c'est i moins i. Elles sont distinctes, donc c'est diagonalisable sur C. Et donc, c'est semblable à ça. Ça, c'est assez évident. Ce qui va faire que chaque bloc ici va être C semblable à ça. Donc ici, globalement, on globalise avec tous les blocs, cette matrice-là va être C semblable à cette matrice-là. Mais regardez, ça veut dire que X et cette matrice sont deux matrices qui sont C semblables, évidemment, parce que par transitivité, la relation est semblable à, mais elles sont toutes les deux réelles. X est réel, puisque c'est dans SR, et celle-ci, elle est évidemment réelle, ça saute aux yeux. Donc, elles sont C semblables, et dans R, on applique le théorème, et donc ça veut dire qu'elles sont R semblables. Et donc, si elles sont R semblables, ça veut dire qu'il existe P0, tel que P0 dans GLN de R, qui les conjugue. Voilà. Et donc, on a l'inclusion réciproque. Donc, on va regarder vite fait le théorème de descente qu'on a utilisé. Regardez, vous prenez donc, il faut montrer que si A, B sont dans Mn de R, et B est C semblable à A, alors B est R semblable à A. Donc, il faut tirer de là une matrice P0 qui sera dans GLN de R et qui va assurer la formule de conjugaison pour P0. Donc ici, qu'est-ce qu'on... Voilà, ça c'est les hypothèses, et je veux trouver ma matrice P0 dans GLN de R. Donc ici, j'écris BP est égal à PA, bien sûr. P, comme c'est une matrice complexe, je l'écris U plus IV avec U et V des matrices réelles. Donc je regarde la partie réelle et la partie imaginaire, en quelque sorte, de P. Ce qui va faire que je vais avoir BU plus IBV égale UA plus IVB, en développant ici. Mais là maintenant, comme j'ai des matrices réelles là et là, je vais pouvoir identifier et je vais identifier les parties réelles et les parties imaginaires des matrices. D'accord? Donc BU égale UA et BV égale V. Là, il y a un mirage et on croit qu'on a gagné. Ouais, parce qu'on se dit BU égale UA, donc B égale U à U moins 1.
Et on en a même une deuxième, B égale V à V moins 1. Ben non, parce que rien n'assure que U et V sont inversibles. Donc c'est là le gros problème, et même le mirage, si on est pressé d'arriver. Donc il faut encore travailler. On n'a pas de matrice inversible a priori, mais on peut faire des combinaisons de ces matrices, et des combinaisons réelles. Ici, je prends T dans R, bah, par combinaison, j'ai B U plus TV est égal à U plus TV A. Bon, donc si j'arrive à trouver une matrice ici, donc qui est forcément réelle, parce que U, V et T sont réels, et inversible, parmi toute cette famille, je me donne plus de chances d'avoir ici une matrice inversible. Donc il faut que je regarde, que j'observe le déterminant de ça. Donc le déterminant de U plus TV, que je veux montrer qu'il existe un T dans R, tel que ce déterminant est non nul, d'accord? Donc ce que je peux en dire déjà pour l'instant, c'est que c'est un polynôme. Donc je prends un polynôme, je l'évalue en T, et effectivement, ça me donnera z de U de TV. Donc attention, tel que c'est défini, ça c'est une fonction polynôme, mais je prends un polynôme qui correspond à cette fonction polynôme. Donc là, Q, attention, c'est un polynôme en... Bon, là j'ai repris l'indéterminé x, R de x, et c'est-à-dire, il est aussi dans C de x, forcément, puisqu'il est dans R de x. Alors, on veut donc, on a dit, que ce polynôme-là, qui est dans R de x et donc dans C de x, possède une non-racine, c'est-à-dire ne s'annule pas en un réel. D'accord? Et c'est ça qui va nous assurer que U plus TV sera inversible et on aura gagné, puisqu'on aura ça. Donc, maintenant, R est un ensemble infini. Or, les racines d'un polynôme, a priori, c'est un ensemble fini. D'accord? Donc il y a forcément une non-racine. Sauf, ça c'est le deuxième mirage, d'accord? Sauf qu'il y a un polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc il faudrait dire un polynôme non nul sur C possède un nombre fini de racines. Même un polynôme non nul possède un nombre fini de racines. Donc, si on veut pouvoir l'appliquer à R, qui est infini, il faut montrer que Q est non nul. Oui, ben oui, Q est non nul en tant que polynôme ici, donc en tant que polynôme ici, ça revient au même, hein, ils partagent le même zéro, hein, c'est deux trucs. Donc ici, pourquoi il est non nul? Parce que quand je vais l'évaluer en I, alors j'obtiens det de U plus IV. Et, bah oui, mais det de U plus IV, c'est P. Et det de P, c'est non nul parce que P, il est dans GLN de C. Donc ici, c'est non nul. Et puisque Q de I est non nul, ça voulait dire que Q est non nul en tant que polynôme complexe, donc en tant que polynôme réel aussi. Voilà. Et donc on a gagné. On a prouvé que ce T existait parce que R est infini et que Q possède un nombre fini de racines. Voilà. Alors, je signale le grand théorème de descente qu'on peut trouver prouvé dans les histoires hédonistes. Hein, c'est que c'est très général, hein, d'accord? On vient de le montrer pour l'extension R dans C, l'extension de corps, mais quand on prend deux corps, K et L, alors avec A et B dans Mn de K, donc dans le corps qui est en bas, d'accord? Et bien, si on arrive à montrer que A et B sont L semblables, d'accord, avec un P dans GLN de L, alors elles sont K semblables. Et donc ça, c'est un théorème très fort. Alors on continue sur les équations matricielles. On se fixe une matrice B dans N de C et on veut discuter sur les solutions de l'équation xk égale B. Alors, on ne va pas résoudre l'équation, on va voir quelques petites obstructions, on va voir quelques petits problèmes, mais c'est toujours intéressant d'en discuter. D'abord, le premier problème, c'est que c'est pas comme tout à l'heure, on n'a pas
ça ne correspond pas à un polynôme en x qui s'annule, sauf si b c'est lambda identité évidemment, mais c'est pas un polynôme en x qui s'annule, et donc ça ne va pas être une réunion de classe de conjugaison. Bon, ça c'est déjà une première chose. Ensuite, bon, je vous le dis tout de suite, hein, on va donner quelques petites indications. Si vous voulez aller plus loin, ce serait intéressant de regarder le problème de maths générale d'agrég externe de 2010, qui fait, bon, qui fait bien le point sur la question, et qui va plus loin que, évidemment, que ce qu'on va faire dans un seul tableau. Par exemple, on peut imaginer des méthodes de Newton, hein, pour trouver une solution. On peut supposer que B est une matrice compagnon, et X, il se trouve que ça va commuter avec la matrice compagnon. On sait ce que c'est que le commutant d'une matrice compagnon, et puis on ramène ça à des problèmes d'arithmétique qui utilisent le lemme chinois. Et ce sont des choses assez classiques. Bien. Alors, maintenant, on va se contenter de ce qu'on a. On va circonscrire le problème. Ne vous attendez pas à la solution finale, hein. Voilà. Alors, x commute avec xk égale b, d'accord? Effectivement, hein, x commute avec xk, hein, d'accord? Et xk égale b. Donc, si x existe, il commute avec b. Bien, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un excellent point de départ. C'est intéressant, puisqu'on va changer de base, de regarder ça au niveau des endomorphismes. Donc dans une base canonique, je vais regarder l'endomorphisme de Cn, hein, ici, Ux qui correspond à X, et Ub qui correspond à B dans les mêmes bases canoniques. Et B, comme on est sur C, il est annulé par un polynôme que j'écris comme ceci. Et évidemment, comme Ux commute avec B, il commute avec tout polynôme en B, et il va stabiliser les sous-espaces caractéristiques K lambda. On prend une base de l'espace Cn, hein, qui est compatible avec la décomposition en sous-espace caractéristique pour B, et ce que l'on sait, c'est que la matrice dans cette base de Ux, comme ça stabilise les K lambda, ça va être diagonale par bloc comme ceci, et évidemment, la matrice UB de UB dans cette base va être aussi diagonale par bloc. On peut en plus demander à ce que les blocs soient sous cette forme, lambda identité plus une matrice strictement triangulaire. Voilà, hein. Donc là, je reprends mon équation qui va devenir cette matrice puissance k égale cette matrice-là, et finalement, vous voyez que le calcul diagonal par bloc va faire qu'on se ramène à ce bloc, par exemple puissance k est égal à ce bloc, et la même chose pour tout le reste. Donc, grâce à ce lemme des noyaux, qui est entre nous, hein, un lemme chinois importé, hein, on se ramène à x puissance k égale lambda in plus n, d'accord? C'est-à-dire ce bloc x, que je me ramène à ce bloc égal x puissance k est égal à ce bloc, c'est-à-dire lambda identité plus une matrice nilpotente, d'accord? Voilà, donc on se ramène à ça. Alors, pour vous montrer déjà une première difficulté, si lambda égale 0, et on se rend compte que xk égale n, donc puisque lambda est égal à 0, est un problème difficile. Alors, bon, s'il y a des gens qui veulent aller vers ça, ramenez-vous à des tableaux de Young, hein, et puis regardez, donc ça c'est pour ceux qui connaissent les tableaux de Young, ramenez-vous à des tableaux de Young, hein, vous regardez le chapitre 3 de H2G2, où vous avez une explication des tableaux de Young, et ramenez ce problème, qu'est-ce que ça veut dire en termes de tableau de Young? Pourquoi? Parce que si x puissance k égale n et que n est nilpotente, c'est que x est nilpotente. Donc elle va être indexée par des tableaux de Young et essayer de traduire cette chose. Mais pour tout le monde, regardons k supérieur à n. Rien que le k
k supérieur à n, donc pour k assez grand finalement, eh ben, je vais mettre à la puissance n, ça fait x puissance kn égale n puissance n, mais n puissance n, comme on est en taille n, ben, par Cayley-Hamilton, ça fait 0, donc x est une matrice nilpotente, mais si x est une matrice nilpotente de taille n, par Cayley-Hamilton, x puissance n égale 0, mais maintenant n c'est x puissance k, et x puissance k c'est x puissance n fois x puissance k moins n, puisque k est supérieur à n, donc ça fait 0, parce que x puissance n égale 0. Donc n est forcément nul. Vous ne pouvez pas avoir des racines k'ième de n pour k grand, hein, pour k supérieur ou égal à n par exemple. Et si k est inférieur à n, alors c'est possible, mais ça va dépendre des invariants de n. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à un cas un peu plus positif, le cas où lambda est différent de 0. Et ici, donc ça veut dire que maintenant, quitte à changer x en x sur mu, alors mu c'est un nombre complexe tel que mu k égale lambda, c'est très facile de trouver des nombres complexes mu tel que mu k égale lambda, il suffit, ce lambda différent de 0, d'en écrire sa décomposition polaire, et donc on obtient les mu solutions. Et donc on divise là par lambda des deux côtés, donc par mu k, donc ça veut dire qu'on a x sur mu, le tout puissance k est égal à in plus n sur lambda, mais n sur lambda est aussi nilpotente, je le remplace par n, et donc finalement je me ramène à une équation de type xk égale in plus n. Voilà, donc ça c'est pratique. Et là maintenant, pour cela, je vais utiliser un lemme, mais c'est vraiment un tout petit lemme, hein, c'est vraiment un petit lemminou. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit ce lemminou? Il dit que si P est un polynôme à coefficient de R, donc un vrai polynôme avec l'indéterminé grand X, alors maintenant quand on l'évalue en petit x, si dans un voisinage de 0, la fonction polynôme P de x est un grand taux de xn, c'est-à-dire quand on fait P de x sur petit xn, c'est borné dans un voisinage de 0, alors forcément, hein, P est de la forme grand xn q. Avec q, un polynôme évidemment réel. Voilà. Et bon, alors cet exercice, vous devez savoir le faire, c'est quelque chose qui est important à savoir faire. Hein. Comment on montre ça? Il faut montrer que xn divise p, et donc on fait la division euclidienne de p par xn. Donc p égale xn q plus r, et puis r, bah, ça va être un polynôme de degré inférieur à n-1, inférieur ou égal à n-1, mais je vais l'écrire ici, donc par l'absurde, je vais supposer que R est non nul, et donc je vais l'écrire Rn-1, Xn-1, plus etc., plus Rk, Xk. Je vais supposer que Rk est le minimum, tel que petit rk est différent de 0 par l'absurde, puisque R, j'ai supposé par l'absurde qu'il était non nul. Donc maintenant, je calcule Px sur Xn. P de x sur xn, on va avoir, on divise par xn, il va rester q de x, qui lui bah, est borné. Et là, il se trouve que bah, ça va être équivalent, r de x sur xn va être équivalent à rk de xk sur xn, donc rk sur x puissance n-k. Je rappelle qu'ici rk est non nul, c'est pour ça que j'ai le droit de prendre l'équivalent. Le reste, c'est quand x tend vers 0, c'est plus petit. Donc ici, je peux prendre cet équivalent-là, mais ici, c'est quelque chose de non borné, et donc c'est pas possible, parce que ça, c'était censé être borné. Donc c'est absurde. Ce qui est absurde, c'est d'avoir pris R non nul, donc R égale 0, et Xn divise P. Donc ça marche bien. Voilà. Donc ce petit lemme, d'accord, maintenant, je vais l'appliquer. Alors, regardons, je regarde
1 plus x puissance 1 sur n, et je regarde, ça c'est des fonctions en x, hein, et x réel dans un voisinage de 0, et je regarde la formule de Taylor. La formule de Taylor, elle me donne un polynôme, ici, de degré n-1, plus un grand taux de xn. D'accord? Donc maintenant, je prends cette formule-là, et je la mets à la puissance n. Quand je la mets à la puissance n, ici, je vais utiliser le binôme de Newton pour avoir ux puissance n. Et puis le reste, eh ben, je vérifie que je vais avoir un nombre fini de termes et que chaque terme est un grand taux de xn. D'accord? Donc globalement, je vais avoir un grand taux de xn ici. Donc ici, j'ai cette formule-là. D'accord? Et maintenant, je vais appliquer mon petit lemme au polynôme p égale 1 plus grand X moins grand U, où U c'est un polynôme, attention, U c'est un polynôme réel, d'accord? Moins grand U puissance n, pardon, d'accord? Donc ça va être ça, mon polynôme P, et comme mon polynôme P est un grand taux de xn quand x est dans un voisinage de 0, ça veut dire que mon polynôme P est divisible par x puissance n. Donc j'ai 1 plus x égale u puissance n plus xnq. Donc j'ai remonté une formule de Taylor à un niveau polynomial. Ça, c'est quand même assez instructif, je trouve. Et pourquoi je la remonte à un niveau polynomial? Parce qu'il faut remonter au niveau polynomial pour l'appliquer à une matrice. Donc ça va me faire identité plus n égale u de n puissance n plus n puissance n q de n. Mais n puissance n, comme n est nilpotente, par quel Hamilton, ça fait 0. Et ici, ça fait u de n puissance n. Donc ça veut dire qu'on a trouvé une matrice qui est racine n de in plus n. Donc on en a trouvé une, mais évidemment, il y en a d'autres. Voilà. On arrive à la fin de ces petits problèmes d'équations, mais j'aimerais dire encore une dernière chose. Oui, comme épilogue, disons que les équations matricielles, là, on n'est pas dans le bon cadre pour faire des équations matricielles en général. Je vais essayer juste de vous donner une indication pour certains qui voudraient aller plus loin. Hein. Bon, les autres, c'est pas la peine. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, regardez quel est le bon cadre pour les équations matricielles. Commençons par l'équation du premier degré, AX égale B. Alors, A, X et B sont des matrices juste rectangulaires, de sorte à ce que cette multiplication elle ait un sens. Et donc, ça veut dire que B, ça va vers un K puissance MB vers un K puissance N, et A va d'un K puissance MB vers le même K puissance N, d'accord? Puisque là, ici, l'image de B est dans le même environnement que l'image de A. On veut un X qui aille de l'espace de départ de B vers l'espace de départ de A, d'accord? Voilà, comme ceci. Donc, je l'ai mis en pointillé ici. Eh bien, pour cela, donc c'est une équation X avec paramètres A et B, il faudrait que A et B soient sous des formes normales. C'est-à-dire qu'on va s'arranger à changer de base, mais on a le droit de changer de base ici, de changer de base ici, et de changer de base ici. Là, cette fois-ci, on a 3 changements de base. D'accord? Et on veut avoir une forme normale pour le couple AB, d'accord, modulo ces 3 changements de base. Mais attention, hein, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que ici, il va y avoir quand même une base commune entre l'espace d'arrivée de B et l'espace d'arrivée de A. D'accord? Donc c'est pas n'importe quoi. D'accord. Et ensuite, on résout l'équation sous cette forme normale. Alors, quelle est la théorie, la bonne théorie, le bon environnement pour trouver des formes normales? Ben, c'est la théorie des Carquois, hein, d'accord, des représentations, ce qu'on appelle les représentations de Carquois. Voilà. Alors un carquois, c'est un truc comme ça, par exemple, donc tac, voilà un carquois, c'est des sommets et des flèches finalement, comme un arc et des flèches, hein, c'est un carquois, c'est là où on met les flèches, et donc on a des sommets et des flèches, et là c'est celui-ci, c'est la donne de AB, et on va changer de base sur les sommets, et on va regarder des formes normales sur les flèches, d'accord, qui sont des applications linéaires. Et si on regarde la théorie
de Carquois, et ben regardez, la théorie des représentations de Carquois, ben, ce qu'on a fait sur les applications linéaires, où on est tombé sur l'invariant total, le rang, et ben c'est juste le Carquois comme ceci, puisqu'on cherche des applications linéaires d'un espace vers un autre, modulo changement de base de cet espace et changement de base de cet espace. Quand on a étudié les endomorphismes, et ça nous a pris énormément de temps, et c'est le cœur du programme d'algèbre linéaire à la grecque, et ben, les endomorphismes, c'est juste ce Carquois boucle, d'accord? Donc, effectivement, on met un endomorphisme ici, ça revient à mettre une application linéaire là, d'un espace de départ, et l'espace dérivé sont les mêmes, donc on n'a qu'un seul changement de base possible. Voilà. Donc vous imaginez ce que ça peut être, les représentations de Carquois. Ceux qui sont tristes parce que ça s'est arrêté sur les endomorphismes, eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir continuer. Et la suite logique du programme, qui n'est pas le programme d'agrég, hein, mais le programme d'algèbre linéaire, c'est de regarder les représentations de Carquois, c'est-à-dire de faire des changements de base, mais avec un Carquois général. Et ça nous servira pour les équations matricielles, entre autres, évidemment. D'accord? Donc, bon, comme solution, donc, bon, on peut trouver des solutions si et seulement si im B est inclus dans im A, et après on peut trouver les solutions. Hein. Ça peut se faire à la main, hein, sans représentation de Carquois, mais la représentation de Carquois, je dis que c'est la bonne théorie et le bon cadre pour faire ceci. Par exemple, si on veut résoudre AX B égale C, et ben, d'inconnu X, la matrice, et ben, regardez, vous avez B ici, suivi de X, suivi de A, voilà, AXB, et ça, il faut que ce soit égal à C. Il faut trouver X, c'est en pointillé ici, et bien ça va revenir à chercher les représentations. On veut une forme normale pour ABC, pour se retrouver dans une équation un peu plus simple, tout en restant très générale, modulo changement de base, et ici, ça revient à étudier les représentations en fait, de ce Carquois-là. Voilà. Alors donc c'est fait dans le chapitre 3 d'un H2G2 qu'on a fait avec, que j'ai fait avec Jérôme Germoni, le chapitre 3 de H2G2, mais c'est le H2G2 de 2015, c'est un espèce de gros pavé de presque 650 pages ou quelque chose comme ça, et c'est un recueil de choses qu'on peut faire avec la grecque, et pour aller plus loin, le chapitre 3 rentre complètement dans ce cadre-là. Voilà. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite typo, c'est-à-dire que dans le AK IN plus N, quand j'ai résolu à la fin, j'ai fait comme si K était égal à N qui est la taille de la matrice. Désolé. Bah, je disais justement à Saïd, ce pauvre plouc avec les mauvais yeux qu'il a maintenant, va bientôt falloir mettre des fils au bord de la route, pour pas qu'il aille se foutre dans le ravin. Pour me faire pardonner, j'en remets une couche sur ces histoires d'équations matricielles. Enfin, ce coup-là, on n'aura pas à creuser, c'est déjà ça. J'aime mieux qu'on t'opère en surface. Parce que parti comme t'étais l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les spéléologues. On veut trouver une matrice A telle que A puissance K égale identité plus N. Où N est nilpotente, on est dans Mn de R, on pourrait être sur C, ça ne changerait rien du tout. Et on part sur un petit lemme. Si P est un polynôme, tel que P de X, alors cette fois-ci, le petit lemme, je prends un petit taux de Xn, regardez la variante, hein, bon, dans un voisinage de 0, quand X est dans un voisinage de 0, alors X, alors cette fois-ci, N plus 1 divise P. Voilà. L'autre fois, on avait grand O, d'accord, et ici, X, grand X puissance N. Bon, c'est pareil. Alors, donc la preuve, c'est exactement la même. Hein. On prend P, on veut montrer que xn plus 1 divise P. Donc on effectue la division euclidienne de P par xn plus 1. Donc il y a un reste de degré inférieur ou égal à n. Donc on a R de x ici sur x puissance n qui, d'après l'hypothèse, quand x tend vers 0, va tendre vers 0, puisque ça,
ça va tendre vers 0. Hein. P de x sur x puissance n, par définition, tend vers 0. Ça, quand on divise par x puissance, on évalue en petit x, et on divise par x puissance n, ben, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, ceci va tendre vers 0. Mais quand on développe R, eh ben, on se rend compte que, comme R est de degré inférieur ou égal à n, que R est forcément nul. D'accord, avec cette hypothèse. Bon, alors, donc, on a ça. Vous voyez, l'idée qu'on a derrière la tête quand on utilise le lemme, c'est de trouver un petit funiculaire qui va de l'analyse, c'est-à-dire la formule de Taylor ici, à l'algèbre, c'est-à-dire l'arithmétique des polynômes, la divisibilité des polynômes. Ceci, on va pouvoir l'évaluer en n. Voilà, une matrice nilpotente. Donc, regardons, et là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. On prend 1 plus x puissance 1 sur k, et non pas 1 sur n comme j'avais fait tout à l'heure, et on le développe. Voilà. On va jusqu'à x puissance n, on obtient un polynôme grand U, et ici, plus un O de xn. Ça, c'est notre formule de Taylor. D'accord? Maintenant, on met tout ça à la puissance k. Lui, je l'appelle u de petit x. C'est un polynôme évalué en x. Mais maintenant, ça devient ici u de x plus o de xn, le tout à la puissance k. Ici, j'ai mis à la puissance k des deux côtés. Et là, je développe par Newton. Ça fait u de x puissance k. Et puis, bon, je vais avoir un nombre fini de termes. Et à chaque fois, j'aurai o de xn que je peux mettre en facteur d'un truc fini, donc c'est un O de xn. Voilà. Maintenant, ça y est, je vais pouvoir appliquer mon lemme ici à ce O de xn là, c'est-à-dire que quand je vais faire ça moins ça, j'ai un polynôme évalué, mais je peux le relever en un vrai polynôme. Et donc j'ai un 1 plus x moins u de grand X, puissance k, d'accord, est égal à xn plus 1 q, puisque ce polynôme est divisible par xn plus 1. Et là maintenant, une fois que j'ai ça, ça y est, je peux l'évaluer en une matrice. A priori, là, je l'évalue en n, la matrice nilpotente, ce qui veut dire que je vais avoir identité plus n moins u de n puissance k est égal à n puissance n plus 1 q, et n plus 1 n puissance n plus 1, ça fait 0, parce que n est nilpotente et qu'on est dans Mn de R. Bon, j'aurais pu même prendre 1 degré de moins. Mais bref, j'ai ceci, d'accord? Et vous voyez quelle était l'idée. Ceci, c'est analytique, mais un nilpotent, c'est finalement un O de x puissance n, oralement, hein, puisque quand on remplace x par n, ça fait 0. Voilà, hein, donc c'est ça un petit peu l'idée. Oui. Timothy Van Hollander, d'Anvers. Ta vision, mon cher Daniel, me paraît, comment dire, assez navrante. Ah bon? Bien. Maintenant, on peut se demander U de n, qui va être ici, donc il suffit de prendre A, hein, poser A égale U de n. Oui, ok. C'est une solution, mais est-ce que cette solution est unique? Non, hein, déjà, vous voyez par exemple, vous prenez A2 égale identité, hein, d'accord, juste n égale 0, hein, grand n égale 0, vous voyez que vous avez A2 égale identité, vous avez tout un monde, hein, vous avez toutes les symétries, d'accord, d'accord, puisque A2 égale identité, c'est la formule générale des symétries, donc des symétries, hein, il y en a plein, hein, d'accord. Mais il y a moyen de dire oui, c'est unique, si on impose que A est unipotente aussi. Voilà, l'explication c'est la suivante. Si on impose A unipotente, pourquoi on a unicité? Eh bien, en gros, parce qu'on a une fonction. Alors, si vous ne la connaissez pas, allez la voir, elle est expliquée dans le chapitre 6 de NH2G2. C'est la fonction exponentielle des matrices, et il y a un exercice dans H2G2 qui explique pourquoi
on a une bijection, en fait un homéomorphisme, entre les nilpotents et les unipotents. Donc les nilpotents, je vous rappelle que c'est le spectre 0, et les unipotents, ça veut dire que le spectre est réduit à 1. D'accord? Bon, donc en gros, là ici, on va avoir les matrices trigonalisables avec 0 sur la diagonale, et là, les matrices trigonalisables avec des 1 sur la diagonale quand on les a trigonalisées. Et là, on a l'exponentielle entre les deux, et l'exponentielle fait son job d'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de a plus b. Si a et b commutent, alors ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Mais il faut qu'il y ait ce petit codicile que a et b doivent commuter. Donc, si on se ramène à a unipotente, je prends, donc vous voyez, si ça c'est l'exponentielle, j'ai le droit de parler de log. Attention, je n'ai pas le droit de parler de log de matrice en général, mais c'est comme en complexe, il y a une exponentielle, mais il n'y a pas de log, hein, déjà en complexe. Donc ici, je peux parler entre ça et ça. Là, étant donné que c'est une bijection, ben, je peux parler de la réciproque, mais juste, je me restreins à ça. Donc, si A est unipotente, A puissance K est unipotente, c'est unipotent, je prends le log des deux côtés, et ça fait K log de A, à cause de la formule de l'exponentielle, K log de A égale log de I plus N, et ça fait que log de A est unique, il suffit de diviser par K, et si log de A est unique, eh ben A est unique ici. Voilà. Donc ça, c'était pour la question, si jamais vous la posiez. Est-ce qu'on a unicité? Ben, l'unicité, non, absolument pas. Déjà pour k égale 2 et n égale 0, on l'a pas. Et en plus, on peut l'avoir. Toutefois, on peut l'avoir si on impose que A est unipotente, ce qui est déjà pas mal. À ce propos-là, toujours dans le même genre d'idée, trouver une matrice telle que exp A, donc une matrice A, hein, telle que exp A égale in plus n, qui est exactement finalement le problème de la surjectivité ici. Oui, donc je vais trouver une matrice nilpotente, d'accord, telle que exp A, alors ici je vais avoir in plus n, d'accord, et là je veux une matrice, et en plus je vais me payer le luxe de l'avoir nilpotente, hein, A, telle que exp A égale in plus n. Alors pareil, hein, d'accord, je vais prendre ma petite formule de Taylor. Ici, je vais jusqu'à x puissance n-1 et un petit o de x puissance n-1, d'accord? Donc j'ai ma petite formule de Taylor ici, avec ma somme alternée. Maintenant, ben, je fais exactement comme ici, c'est-à-dire là, j'ai pris la fonction inverse. Donc là, je prends la fonction inverse, donc je prends l'exponentielle, donc ça fait 1 plus x, et l'exponentielle de tout ça. Donc l'exponentielle de tout ça, ben, ça va faire l'exponentielle de ce que j'ai appelé ici u de x fois exponentielle de petit o de xn-1. Et là, ben, je développe mon exponentielle ici, u de x plus u de x2 sur factoriel 2 plus etc. etc. D'accord? Je m'arrête à u de x n-1 sur factoriel n-1. Et comme u de x est équivalent à x, et ben ici, je vais avoir après un o de x n-1, d'accord, quand je vais développer ça, et quand je vais multiplier par l'exponentielle de cette chose-là, je vais avoir aussi un o de x n-1, donc globalement, c'est un truc plus petit o de x n-1. Voilà, d'accord. Donc maintenant, grâce au lemme, je vais avoir ici un polynôme, donc je peux polynomialiser cette formule. Je vais avoir 1 plus grand X, égale, là je vais mettre des grands X partout, et ici je vais avoir, alors attention au truc, ici je vais avoir grand X n, petit n, fois Q. Et là, je vais pouvoir écrire ça en évaluant grand X en grand N. Donc ça fait IN plus grand N. Ici, je vais avoir n puissance n v de n, ce que j'appelle v de n. Donc v maintenant, c'est mon nouveau polynôme ici. v de x, ça c'est v de x. Et donc là, je vais avoir v de n plus n puissance n q. Mais ça fait 0 parce que n est nilpotente. D'accord? Et maintenant, je vous laisse vous convaincre que v de n, c'est exponentielle de u de n. D'après la définition de l'exponentielle, u de n, c'est exponentielle de u de n, c'est u de n
plus u de n carré sur factoriel 2, plus etc. jusqu'à u de n puissance petit n moins 1 sur factoriel n moins 1, plus, et il y a d'autres termes après, mais à partir de la puissance n, u de grand N puissance n est nul. Parce que là, on peut factoriser, hein, ça c'est un polynôme en n, où on peut factoriser grand N, d'accord, quand on remplace x par n. Donc ça fait 0. Et donc ça fait que ça, c'est ça. D'accord? Voilà. D'accord? Et avec un égale ceci, où on s'est arrêté à n-1, parce qu'après, de toute façon, il n'y avait que des zéros. Donc vous voyez, on a trouvé, donc ici, cette matrice-là, je vous laisse vous convaincre qu'elle est nilpotente. D'accord? Donc on a trouvé une matrice nilpotente, ça va être ça, la matrice A que l'on cherchait, qui est nilpotente, d'accord, et qui vérifie que l'exponentielle, c'est in plus n, donc la matrice unipotente dont on était parti, d'accord, in plus n. Voilà. Bon, après, si on impose la matrice A unipotente, alors c'est unique. Bon, je vous laisse regarder ça. C'est un exercice de NH2G2. Hein. Voilà. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise et surtout pas moufter. Hein. Si jamais t'as le malheur de dire un mot, un seul, c'est comme si tu mettais 2 thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus.